Au besoin de l'actualité, nous acceptons de nous déplacer pour aller chercher ceux qui sont à la base de cette actualité pour analyser avec nous, décrypter avec nous l'actualité de la semaine. Aujourd'hui, je suis avec Excellence Ernestine Ndioka. Elle est vice-ministre du budget honoraire, un grand cadre du PPRD, membre du FCC. Elle est là avec nous pour analyser avec nous l'actualité. Excellence, soyez les bienvenus. Merci beaucoup, monsieur Delphine. Excellence, avec vous, nous allons essayer un peu de tenter de donner certaines réponses à des questions qui restent encore pendantes sur la place publique. Vous êtes sans ignorer que les assemblées provinciales aujourd'hui semblent plongées dans une crise interminable. Les cas le plus récent, c'est l'assemblée provinciale du Congo central, on en parle. Est-ce qu'il y a un problème entre Atout et son regroupement politique FCC? Merci pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir nous exprimer sur la question. Mais j'aimerais d'abord, d'entrée de jeu, essayer de vous dire que le problème ne se trouve pas, il ne se situe pas simplement à la province du Congo central. La province du Sankourou, le même problème. Le gouverneur, donc on va dire l'exécutif provincial et l'Assemblée provinciale. Lorsque vous jetez un regard dans la province d'Ituri, vous avez le même problème. Quand vous regardez vers la province du Haut-Lomami, vous avez le même problème. Et donc, ce n'est pas simplement la province du Congo central. On va dire qu'il y a un bon nombre de provinces qui sont dans les collimateurs conflictuels. Et ces collimateurs conflictuels, comme j'aime le qualifier, n'ont pas commencé sous le pouvoir du président Excellence Antoine Félix Tshisekedi. Les assemblées provinciales de tout temps, depuis que nous avons commencé à vivre l'état des droits en matière de démocratie, en RDC, il y a des ébullitions dans nos provinces. En 2006, nous avons vécu la même chose. En 2000, on va dire, après les élections de 2011, nous avons vécu les mêmes tensions. Et donc, je crois qu'il va falloir réfléchir sur la question. Il faut une remise en question. Peut-être qu'il faut voir soit une révision au niveau de la Constitution, peut-être qu'il faut faire un réaménagement autour de la loi de la libre administration des provinces. Je pense qu'il faut suffisamment de garde-fous pour entourer, encadrer le gouverneur de province, pour encadrer les députés provinciaux, l'Assemblée provinciale de manière générale. Parce que c'est vrai que nous sommes en politique, il y a des divergences. C'est tout à fait normal que les divergences puissent exister, mais il y a un problème crucial toujours à la base entre les députés provinciaux et les gouverneurs de province. Mais les cas du Congo central particulièrement, nous avons tous suivi, le conflit est né d'un problème de mœurs, hein? Un problème de mœurs. On parle de la crise morale. Voilà, crise morale comme vous voulez, mais en tout cas un problème de mœurs qui n'a pas plu à la République tout entière. Et les FCC, en tant que plateforme politique, parce que le gouverneur de province était un gouverneur issu de notre parti politique du PPRD. Malgré il s'était présenté comme indépendant. Lorsqu'il avait fallu qu'on procède aux élections, nous avions nous un autre candidat. Mais bon, Castel Etienne, il n'avait pas voulu suivre le mot d'ordre de sa famille politique, le mot d'ordre de son parti politique. Il s'est présenté, il a gagné les élections en tant qu'indépendant, puis il est rentré vers la famille politique pour pouvoir harmoniser. Parce qu'il a estimé que pour lui c'était une stratégie et donc il ne pouvait rentrer que dans sa famille. Nous avions aplané à son temps les différends. Mais au regard de ces problèmes de moralité qui touchent, qui n'enseignent pas la République, qui n'honorent pas l'état de droit, nous avions dit pour nous de le mettre de côté. Et lui n'a pas accepté de vivre cette situation.
Mais quand vous regardez tout ce qui entoure la question aujourd'hui, c'est ce problème de moralité qui est à la base de tout. Est-ce que ce n'était pas un coup monté par les gens du FCC pour lui créer des problèmes parce qu'ils n'avaient pas obéi à votre mot d'ordre? Justement, il y a zone d'ombre aujourd'hui. Parce qu'il fallait que nous, les FCC, nous puissions être, on va dire, blanchis, disculpés de cette affaire. Il y a zone d'ombre parce que les députés provinciaux n'avaient pas accepté le principe de lever les immunités, donner l'opportunité à la justice de pouvoir faire des enquêtes sur la question, entendre les parties et éclaircir le fait. La justice n'a pas eu à faire son travail parce que les députés provinciaux n'ont pas permis la levée d'immunité. Et donc, la clé du problème ou la solution à ces problèmes est restée l'Assemblée provinciale. Aujourd'hui que l'Assemblée provinciale s'est prononcée, même la réhabilitation, prétendue réhabilitation du ministre de l'Intérieur n'a pas eu des effets. Donc c'est à l'Assemblée provinciale que de pouvoir régler la question. Mais lorsque j'ai effleuré les autres provinces qui sont en difficulté, quand vous regardez par exemple le cas du Sankourou, au Sankourou, le gouverneur de province, jusqu'à ce jour, n'a pas encore été investi par l'Assemblée provinciale. Alors que pour qu'il entre en fonction, après l'ordonnance du chef de l'État, il avait fallu que ces derniers soient investis par le Parlement. L'investiture, principalement, c'est qu'on présente à l'Assemblée provinciale le programme de l'action du gouvernement, du travail que vous aurez à accomplir pendant les mandats qui est un mandat de 5 ans. Mais dans cette province, il n'y a pas eu d'investiture jusqu'à ce jour. Et vous avez vu que l'Assemblée provinciale est en train de pétition et demande le départ des choses du gouverneur. Moi, je pense que la difficulté, c'est la compréhension des gouverneurs lorsqu'ils sont élus, l'incompréhension qu'ils ont vis-à-vis de l'Assemblée provinciale. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de limite. Un chacun se sent, on va dire, au-dessus de l'autre. Donc il faut pouvoir encadrer les deux fonctions-là. Si on les encadre, peut-être ça pourrait aller. Mais je pense qu'il faudra réfléchir davantage. Il faudra réfléchir davantage. Il faudra réfléchir davantage. Je crois, à mon humble avis, il faut quitter l'étape des gouverneurs des originaux. Voilà. Il faut passer à l'étape des non-originaux. Au moins, on va arrêter la question de ah, c'est les cataractes qui sont toujours privilégiés. Non, 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 c'est les bas-fleuves. Non, 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 c'est les tétés là de la savane. C'est les tétés là de la forêt. Je crois qu'on va un peu quitter cette espèce d'exclusion. Et avoir des gouverneurs qui ont une vue générale, une vue de développement. Ici, quand vous prenez le cas de l'Ituri par exemple, avec Pamanissa, le problème de l'Ituri, nous avons une province très riche, et les provinciaux disent non mais le gouverneur travaille pas pour l'intérêt de la province, il travaille pour ses propres intérêts. Et donc, il faut des limites au pouvoir du gouverneur, il faut des limites au pouvoir des députés provinciaux. Madame Ernestine Nyoka, est-ce que le problème ce n'est pas vous les FCC? Si toutes les provinces que vous venez de citer ici, Bamanissa, il avait postulé comme indépendant, et Atou, il a postulé comme indépendant, et Joseph Boukouba, il a postulé comme indépendant, donc vous avez vos candidats, n'étaient pas élus dans ces provinces-là, ce n'est pas vous qui êtes derrière tous ces problèmes pour leur dire que nous avons encore la manette. Je pense qu'il faut comprendre la quintessence du dossier. Je vous ai dit que depuis la nuit des temps, depuis que nous avons commencé les démocraties, les assemblées provinciales et les exécutifs provinciaux sont toujours en conflit. Il ne faut pas élaguer ces problèmes de cette façon. Des conflits entretenus par les politiques. Il faut comprendre quelles sont ces que je suis en train de dire. Ce n'est pas entretenu par les politiques. Chaque province a ses réalités. Je vous ai donné le cas de la province de Touri. Il y a aussi le Haut-Lomami qui a aussi des problèmes. Chaque province a ses réalités. Et je pense que par rapport aux réalités, d'abord, il y a un problème d'exclusion. En se disant, les gens de tel territoire, c'est toujours eux qui sont élus, et les gens de tel territoire sont exclus. Je crois qu'il faut d'abord commencer par adopter les principes de non-originaire. Les FCC n'ont aucun intérêt à voir
des gouverneurs de province, du moins ceux qui ont été élus sous notre label. Le FCC n'a aucun intérêt à voir ces gouverneurs ne pas travailler. Parce que vous savez, quand on regarde la configuration de manière générale, nous avons au-delà de la moitié des provinces, hein, au-delà de 26 provinces, nous avons la majorité des gouverneurs. Mais puisque nous avons la majorité, ce que le FCC veut, c'est que les hommes politiques, quand ils prennent le pouvoir, veulent, c'est de voir le développement de la contrée dont ils ont. Certains analystes avaient réponse que vous êtes les éternels insatisfaits, vous voulez toujours tout avoir et avoir le contrôle de tout et de toutes les provinces. Mais restons avec les cas plus d'actualité, surtout au Montubona, réhabilité dans la mesure du possible par le VPM. Mais le VPM dit que tout n'a jamais été suspendu. Donc aujourd'hui, il revient à ses charges. Il y a le Premier ministre qui s'est dit qu'il n'était pas consulté par rapport à cette question. Une mesure disciplinaire contre le VPM Gilbert Kankoundé. À l'époque, Chadar il avait fait, mais il n'y avait pas toute cette sensation que nous voyons aujourd'hui. Comparaison n'est pas raison, dit-on. Je crois qu'il faut qu'on fasse la part des choses. Dans un gouvernement, c'est le Premier ministre qui coordonne l'action du gouvernement. On va dire c'est lui le garant du programme du gouvernement. Et il y a des textes de loi, des ordonnances de loi bien précises qui s'occupent de la collaboration entre le Premier ministre et les différents ministres dans le gouvernement. Donc ce n'est pas à nous d'apprendre à leurs excellences comment ils doivent travailler avec son excellence, monsieur le Premier ministre. Des textes de loi existent. Lorsqu'une action disciplinaire est ouverte, je crois, avec l'expérience qu'a le Premier ministre Ilunkamba, je ne pense pas qu'il s'agit d'une action fantaisiste. Simplement, moi j'aimerais ajouter que au regard de la situation telle que nous la vivons, apparemment il y a beaucoup de contradictions. Je crois que la sagesse qu'avait eu le VPM, le vice-premier ministre de l'Intérieur, d'inviter les deux protagonistes, on va dire, le président de l'Assemblée nationale, et le président de l'Assemblée provinciale, c'était une invitation de sagesse pour pouvoir leur parler et les ramener à la raison. Mais la lettre qu'il avait écrite, le communiqué officiel qu'il avait écrit, je crois que c'est son intitulé qui a posé problème. Lorsque vous dites réhabilitation, alors maintenant ça se posait la question, qui avait suspendu qui? La suspension a été faite par quelle autre chose, par quelle autre institution? Je crois que c'est là le mec de problème. Il a répondu sur une radio de la place Stop pour la violence, il dit qu'il n'a pas réhabilité, parce qu'ils n'ont jamais été suspendus. La procédure veut, c'est là que je vais conclure avec vous, la procédure veut que l'Assemblée provinciale s'occupe de son élu. C'est devant cette Assemblée qu'il est responsable. C'est devant cette Assemblée qu'il doit pouvoir répondre. L'Assemblée a des mécanismes de contrôle sur l'exécutif provincial. Et donc, en premier lieu, c'est cette Assemblée de faire son travail. En second lieu, on rentre alors vers les choses la Constitution de la République. Il y a des mécanismes que le président de la République peut utiliser quand la crise est persistante, telle qu'elle a été au Congo central. Le chef de l'État, évidemment, il faut qu'il y ait une chose au Conseil des ministres. Pour discuter de la question, il faut avoir aussi une concertation, telle que le dit l'article 198 de la Constitution, avec le président, la présidente de l'Assemblée nationale, le Sénat, et en ce moment-là, la décision peut être prise de relever les ministres, là, de relever plutôt les gouverneurs de ces fonctions. Et la même chose, si le président de l'Assemblée provinciale aussi n'est pas dans un comportement adéquat par rapport à la République, en ce moment-là, il y a aussi l'article 197 de la Constitution qui donne le pouvoir au chef de l'État de pouvoir les relever aussi de ces fonctions. Là, vous parlez des articles, vous avez la facilité d'en parler comme ça parce que c'est à votre faveur, parce que le conseil, si c'est le président du FCC, n'était pas d'accord avec l'acte mettons à tout Montubona devant la scène. Vous avez demandé qu'il
puisse démissionner. Mais lorsque un ministre ou une ministre du FCC qui refuse de signer des ordonnances du chef de l'État, il n'y avait pas cet acharnement. Là, je vais vous interrompre. Ce ne sont pas des cas pareils, ce ne sont pas des cas semblables. Nous avions, nous, à l'époque, sous le gouvernement Matata II, il y a eu un cas aussi d'immoralité qui s'était posé. À son temps, le président de la République, Joseph Kabila, à l'époque, avait pris, on va dire, le courage de prendre une ordonnance qui a révoqué ces ministres. On n'a pas tergiversé sur la question. Je pense qu'on peut avoir des défauts, mais les questions de moralité, il ne faut pas les idées là-dessus. Lorsque le FCC a donné son point de vue sur, même pas un point de vue, c'est un enfant maison, puisque c'est un fils maison, l'acte posé n'est pas un bon acte démissionné. Je pense qu'aujourd'hui, si Atou avait eu, on va dire, la sagesse d'aller vers sa famille politique, on ne serait pas arrivé au niveau où nous sommes aujourd'hui. Au niveau où on nous dit qu'il y a eu des coups de balles qui ont été tirés dans la province, ce qui n'est pas bien. Il faut un effort pour que toutes nos provinces soient en paix et que nous puissions bénéficier du développement. Il n'y a pas les FCC qui cherchent une bête noire, il n'y a pas que le FCC. Il y a aujourd'hui, j'allais oublier, la province du Kasaï oriental, où aussi il y a ébullition, les députés provinciaux risquent aussi de destituer les gouverneurs de province. Nous savons tous que l'élu de la province du Kasaï oriental n'est pas FCC. Et donc, il n'y a pas un problème de FCC, mais c'est un problème de la gestion de nos provinces. Crise dans les assemblées provinciales, c'est un peu partout. Alors, quoi faire sur le plan juridique? Est-ce qu'il faut avoir des réformes pour sécuriser toutes ces assemblées provinciales? Parce qu'aujourd'hui, dès qu'un député s'élève avec une mauvaise tête, il s'est dit ça va, je vais faire une motion pour que celui-là tombe. Alors, quelle solution durable il faut mettre sur la place publique pour que cela n'arrive pas? Ça ferait le développement alors. Ça ferait le développement, effectivement. Je pense que je l'ai déjà dit au début. Il faut une réforme. Il faut une réforme sur la loi de la libre administration des provinces. Il faut insérer la notion des gouverneurs des non-originaires. Il faut le faire. Moi, je pense qu'il faut procéder comme nous faisons avec le Premier ministre au niveau du gouvernement central, du gouvernement national. Je crois qu'on peut avoir la même réflexion pour le gouverneur des provinces, c'est que le chef de l'État puisse avaliser avec l'ordonnance qui les nomme de manière officielle. Mais il faut des réformes sur la loi, de l'administration des provinces. Il faut absolument aussi, au-delà de la loi, il faut avoir la même formule que l'on fait au gouvernement. Lorsqu'on entre en fonction, on va dans un séminaire de formation pour pouvoir encadrer ces personnes. Ils sachent qu'ils ne sont pas dans une jungle, que la loi à respecter, mais il y a aussi des questions de moralité, des questions de bien vivre collectif, et pour penser réellement au développement de la province. Tant que vous ne savez pas de quoi il s'agit réellement. Je crois que l'organe approprié, et je l'ai dit dès le début, l'organe approprié, c'est l'Assemblée provinciale. Cette assemblée devant qui vous allez vous faire invester. C'est cette assemblée qui a les mécanismes de contrôle. C'est cette assemblée qui doit, comme nous faisons avec l'Assemblée nationale ici, pas plus tard qu'avant-hier, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur et les ministres de Défense ont été appelés devant l'Assemblée nationale pour être entendus sur des faits bien précis de la gestion de leurs différents ministères. Et donc, c'est le même principe, il n'y a pas d'autre secret. L'Assemblée provinciale doit jouer son rôle. Et au gouverneur de province de pouvoir accepter le principe que l'Assemblée provinciale doit pouvoir l'appeler. Et si le dossier doit dépasser le niveau de l'Assemblée provinciale, c'est-à-dire quand on demande une levée d'immunité, pour que la justice puisse faire son travail, il faut que cette Assemblée provinciale puisse s'assumer comme telle. Et alors, si les députés... Je crois que là-dessus, il n'y a pas autre formule. Et alors, si les élus de la province trouvent qu'il y a une mémoire derrière
la levée d'immunité que vous voulez, ils peuvent aussi refuser. C'est leur droit. Mais nous avons vu des cas ici où les choses, la levée d'immunité s'est fait, on va dire, un peu en cascade, un peu en coulisses, et puis un député provincial est allé à Makala. Je crois que c'est un terrain sur lequel il ne faut pas trop s'y glisser. Voilà, merci. Sur ce plateau, je suis avec Excellence Ernestine Yoka, elle est cadre du PPRD et membre du FCC, vice-ministre honoraire du avec lui. Nous essayons de décrypter l'actualité de la semaine. Elle est bien placée pour nous aider à comprendre ce qui se passe. Mais évoluons avec la question de l'actualité, c'est aussi votre retraite politique. Abouila Lodja, à moins que je me trompe le nom. C'était un spectacle. Les gens pensent que c'était du cosmétique que j'étais parti faire là-bas. D'entrée de jeu, j'aimerais dire ceci, qu'il y a beaucoup de haine dans le pays. La notion de la démocratie, nous ne la maîtrisons pas. Je pense que c'est la presse aussi qui doit pouvoir nous aider pour que les uns et les autres comprennent que nous sommes tous sous la coupe de la Constitution et que nous avons l'article 23 de la Constitution qui nous donne la liberté de nous exprimer, la liberté d'expression, la liberté des écrits, la liberté d'aller devenir. Toutes les libertés individuelles et collectives sont garanties par cette Constitution. Chaque parti politique, tout comme chaque plateforme politique, a les loisirs de pouvoir s'organiser comme il l'entend, mais tout en respectant les lois de la République. Y a-t-il une loi de la République que l'FCC n'a pas respectée en allant faire sa retraite à Kisangou? Non. Le FCC s'est simplement rendu compte, ce qui est normal. Nous sommes entrés en plein pied, on va dire, dans l'ère, dans la mandature de Tshisekedi, après des élections. Comment avons-nous passé ces élections? Maintenant, par rapport à ces élections, nous avons eu une majorité. Par rapport à la majorité, nous sommes à la tête. C'est nous qui avons le gouvernement. Nous avons l'Assemblée nationale. Nous avons le Sénat. Nous avons différentes assemblées provinciales et des gouverneurs des provinces. Mais ce sont des victoires qui ont été glanées après un effort de travail. Ce n'est pas de la magie. Et donc la retraite de la loge, c'est un moment de réflexion, un moment de remise en question. Nous avons travaillé. Comment avons-nous travaillé? Évaluons notre travail. Évaluons comment le travail en question aujourd'hui est dans la matérialité. Le travail est en train de se faire. Évaluons qu'est-ce qui reste à faire. Évaluons par rapport aux choses, à l'actualité politique. Hier, nous avions, nous, une position par rapport à la question de l'Est, qui est une question qui nous tient réellement à cœur. Nous avons l'habitude de parler de la question de l'Est. C'est une question de la RDC. C'est comme si nous élaguons le Grand Nord, ça ne nous concerne pas. Vous avez fait 18 ans au pouvoir. Ça doit nous concerner. Vous avez fait 18 ans au pouvoir. Vous avez laissé la situation. Est-ce que vous savez que sous l'époque Mobutu, la question de l'Est a toujours été tumultueuse? Est-ce que vous le savez? Mais ça s'est amplifié avec le brassage des M23. Vous avez accepté tout le monde à notre armée. Nous avons même mis des généraux, plusieurs personnes, vous allez induire le peuple les Rwandais dans notre armée. Parce que là, vous allez induire le peuple en erreur. Il faut comprendre que la politique d'exclusion ne paye pas. Et donc, laissez que j'avance avec la retraite. Évoluer. Oui, des choses de qui sentent pour que vous puissiez comprendre. La question de l'Est est une question fondamentale. Nous devions aussi y réfléchir, apporter aussi notre petite pierre à l'édifice de mettre la paix en République démocratique du Congo par rapport à cette question-là où les habitants de Beni, Butembo sont en train de souffrir, et même à Ituri, une bonne partie aussi, il y a aussi le même regain d'insécurité qui est aussi d'actualité. Et donc, nous avons aussi jeté un regard particulier sur le nouveau code minier qui a été promulgué sous la mandature du président
honoraire, Joseph Kabila Kabange, et aujourd'hui, ces codes est en cours de sa vulgarisation. Et donc, ce sont toutes ces questions-là qui nous ont amenés à réfléchir. J'allais oublier la question, on va dire, l'ultime question, c'est la question de la coalition FCC-CACH. Comment nous en sortir pour qu'à l'horizon 2023, nous puissions présenter un bilan digne de ce nom, pour que nous puissions avoir à l'horizon un développement certain en train de prendre les choses dedans. Si c'est le cas, comment pérenniser les acquis de la coalition FCC-CACH, mais entre vos militants et les grands cadres, vous êtes en train de s'entretuer avec, sur la place publique, hein, avec Dumont et les autres disent de l'autre côté que le nouveau président n'est pas là par la volonté de la CENI, mais c'est par la volonté de votre autorité morale. Joseph Kabila Kabange, vous êtes un communicateur du FCC. Lorsque vous avez entendu ça, votre analyse par rapport à la question? L'analyse, elle est simple. Vous savez pourquoi? Parce que les deux leaders politiques, son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, son Excellence Monsieur le Président honoraire, Joseph Kabila Kabange, qui est l'autorité morale du FCC, que le président national du PPRD ont réfléchi au lendemain des élections sur la question. Ils y ont réfléchi parce que, d'une part, le CACH à la présidence de la République, mais de l'autre part, le FCC a la majorité. Il faut se conformer à notre constitution. Comment faut-il gérer dans ce genre de situation? C'est une situation nouvelle que nous n'avons pas vécue en RDC. Et même, il faut féliciter ces deux leaders. Chapeau bas pour ces deux leaders. Parce qu'ils pouvaient laisser que nous puissions vivre le principe de la cohabitation. La cohabitation, même en France, elle n'a pas été heureuse, la cohabitation. Nous savons tous que la constitution que nous avons, celle du 6 février de 2006 ici, c'est une constitution qui a comme sous-bassement la constitution française de 1958. Nous avons les grandes lignes qui sont des grandes lignes semblables. Elles n'ont pas réussi la cohabitation. Les pays de vieille démocratie. Nous, c'est nous ici qui allons réussir la cohabitation. C'est un principe difficile pour nous. La coalition, les deux leaders ont jugé que ça pouvait être plus gérable. Mais ça n'est pas oublié que hier, le PPRD et l'UDPS, c'était deux frères ennemis. On s'est lancé les colibés dans tous les sens. C'est pour ça que j'ai dit, il faut un chapeau bas pour les deux leaders, de surpasser les sentiments et les ressentiments et les passions, et de pouvoir regarder ensemble simplement le Congo. Joseph Kabila Kabange avec la passion du Congo. Félix Antoine Tshisekedi avec le peuple d'abord. La passion du Congo, ce n'est qu'une passion de la République pour servir le peuple congolais. Le peuple d'abord, c'est un amour de ce peuple, mais pas de n'importe quel peuple, mais des peuples de la RDC, pour servir la RDC à devenir une réelle nation démocratique, une nation développée. Et donc, les deux leaders ont fait une œuvre utile. Et lorsque vous observez la situation de ces deux leaders, ils n'ont pas de conflit. Les deux n'ont pas de conflit. C'est comme nous disons quand nous faisons nos études à l'université. Entre la théorie et la pratique, il y a toujours une marge. La théorie s'est faite avec les deux leaders. Maintenant, la leçon donnée par les deux doit pouvoir trouver application. Mais quand on commence à appliquer la leçon, la marge existe. Et moi, je crois que c'est un problème du temps. La marge existe principalement au niveau de la masse. Au niveau de la masse, au niveau des militants du parti, il faut leur donner le temps, il faut leur donner la notion du civisme politique. Il faut leur faire des, on va dire, des formations idéologiques, si vous voulez, pour que la question puisse être comprise de la même façon que leur leader. Ce n'est pas le cas lorsqu'on voit Chadar parle de l'hyperkit, on voit aussi Jean-Marc Aboum qui annonce que ce qui bloque, vous risquerez d'aller du côté de Sassou en voyageant avec vos mains en train de naviguer sur le fleuve.
Et ça a dérangé. Le FCC a jugé ses propos. Pas d'un homme d'État. Les propos ce n'est pas le militant, ça. Les propos de Jean-Marc Kabound ont chiffonné, ont blessé parce qu'il s'agissait de propos infractionnels. Ce ne sont pas les propos d'aller à la nage qui ont blessé. Ce sont des propos à caractère injurieux. Je crois que même quand vous êtes en famille, deux enfants peuvent toujours se disputer. Mais lorsque vous vous disputez et que vous sortez du cadre d'un certain respect dû à l'autre, vous faites des attaques personnelles, même quand on est né d'un même père, d'une même mère, eh bien je vous dis qu'on peut se battre et on va se battre contre les chiffonniers. Et donc, des remarques politiques, on peut se les faire. Des colibés politiques, on peut se les jeter. Mais simplement, des injures, les injures n'ont pas leur place. Et lorsque vous suivez les secrétaire permanent du PPRD, vous n'avez pas suivi à un seul instant qu'il a rendu injure pour injure. Lorsqu'il parle des hypercutes, ce sont des hypercutes politiques. C'est simplement une question de stratégie. Pas parler sur la place publique. Hypercute est une injure. Hypercute n'est pas une injure. C'est codifié, non? Hypercute n'est pas une injure, il faut le savoir. Mais lorsque les autres disent que vous allez partir à la nage, c'est une injure. Dans chaque famille politique, dans chaque parti politique, il y a des images qu'il faut utiliser. Simplement aussi ce qu'il faut déplorer, c'est le fait que après des élections, j'aimerais partir avec l'exemple de la Côte d'Ivoire. Regardez comment les élections de Côte d'Ivoire se sont passées. Les élections ont toujours été émaillées de passions, on va dire, aveuglantes. Chez nous aussi, c'est la même chose. Mais j'aime partir avec le cas de la Côte d'Ivoire parce qu'il est plus parlant. En Côte d'Ivoire, au lendemain des choses, de la prononcée, de la publication des élections, il y a eu bagarre généralisée. Il y a eu un conflit à ciel ouvert entre Alassane Ouattara et Gbagbo. La France s'est emmêlée. Vous avez vu comment le conflit s'est terminé avec Gbagbo qui est allé à la CPI. Parce que la CPI avait un dossier réel sur Gbagbo. Maintenant, vous ne pouvez pas vous prendre les cas que vous avez vus ailleurs, vous venez le comparer à la RDC. Parce qu'on n'a pas eu des élections de la même ampleur qu'en Côte d'Ivoire. Nous n'avions pas, nous, et ça on ne doit pas se gêner de le dire, il n'y a pas un dossier qui a été ficelé à la CPI pour le président Joseph Kabila Kabange. Moïse Monidé a fait déposer un dossier. Il n'y a pas. Vous pouvez déposer un dossier, même vous aujourd'hui, vous pouvez faire une plainte devant nos juridictions ici. La plainte, tout le monde a le droit de déposer. Mais ce sont les magistrats, s'il vous plaît, ce sont les magistrats qui, lorsqu'ils instruisent les dossiers, c'est à eux de dire qu'on retient telle infraction et donc on peut fixer l'affaire en justice. Et donc, mon idée, elle peut déposer sa plainte. Kabound peut déposer sa plainte s'il veut la faire, mais je me demande si le président Félix serait d'accord avec lui. Parce que lorsque le président Félix est allé en visite officielle en France, à Paris, devant la communauté congolaise, il a expliqué les bien fondés de la coalition. Ça, ce n'est pas un langage politique. Ce n'est pas un langage politique, il a expliqué les bien fondés. Pas plus qu'ailleurs, Jean-Marc Kabound, le président intérimaire de l'UDPS, par son pouvoir. S'il vous plaît, quand il a quitté la France, il est arrivé en Allemagne avec Angela Merkel, il a expliqué encore les bien fondés de l'alliance, de la coalition et des rapports avec Joseph Kabila Kabange. Jean-Marc Kabound, vous savez, récemment, s'il vous plaît. Je donne les éléments. Non, je suis en train de vous expliquer. Si vous voulez que le Congo avance avec la configuration actuelle où la majorité est ailleurs, la présidence est ailleurs, si vous aimez le Congo, vous devez aimer la coalition. Certains analystes avérés pensent que le FCC est animé de mauvaises voix. Je prends le tweet de Jean-Marc Kabound. Il dit ce qui se passe dans les assemblées provinciales aujourd'hui. C'est les ennemis de la République qui ne veulent pas le développement de ces provinces pour que le chef de l'État puisse matérialiser ses promesses. Mais Jean-Marc Kabound, il est les responsables du cash. Donc, à même titre avec Démi, Jean-Marc Kabound, qu'est-ce que vous nous donnez comme image dans votre coalition? Jean-Marc Kabound, je vous interromps, ce n'est pas lui le responsable du cash. Jean-Marc Kabound, c'est simplement un coordonnateur
Mais pour signer, il y a une équipe qui l'accompagne, de personnalités de cash. Comme il y a aussi chez nous, honorable Némi Moulania, qui est le coordonnateur, mais il y a toute une équipe qui l'accompagne dans ce travail. Il n'y a que 2 personnalités que nous devons mettre au piédestal. Il y a son Excellence, Monsieur le Président de la République, et son Excellence, Monsieur le Président honoraire Joseph Kabila Kabange. C'est à eux qu'appartient, on ne va pas dire l'ambition, le projet qui s'est matérialisé aujourd'hui, qui n'est autre que l'Alliance FCC Cash. Il y a des personnes de la base, aujourd'hui, c'est bien la base. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je suis désolé, ce n'est pas la base qui gère. Même chez nous au parti, ce n'est pas la base qui gère. Aujourd'hui, nous avons des institutions qui ont été mises sur pied partant de la coalition FCC Cash. Nous avons le gouvernement en particulier. Le gouvernement a un programme. Quel est le programme du gouvernement? Le programme du gouvernement, c'est un programme commun. Un programme du président Félix-Antoine Tshisekedi lorsqu'il était candidat à la présidentielle, et le programme du candidat Emmanuel Ramazani Shadari lorsqu'il y avait le processus électoral. Ce sont les 2 programmes qui ont été mis ensemble pour que le gouvernement puisse exécuter et le président de la République, le garant de la nation, puisse chapeauter la question. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas, Madame Ernestine? J'ai l'impression que vous ne maîtrisez pas l'actualité. Donc, Noël Tchani, comme je disais, peut-être qu'il n'a pas eu l'opportunité de lire, ne fût-ce que dans les grandes lignes, ce code. Il dit pourquoi l'avoir fait à la fin de votre mandat? Sinon, je pense que le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, qui dit le peuple d'abord, qui pense que le peuple doit être le premier bénéficiaire, n'aurait pas jeté un regard attentif sur ces codes. Donc, vous avez laissé quand même quelque chose de bon à la nation. Nous avons laissé énormément de bonnes choses. Par exemple, lorsque vous regardez la configuration du monde du travail, on va dire 60% de la population congolaise est fonctionnaire de l'État. Et donc, leurs salaires sont tributaires des deniers publics de l'État. Et quand vous regardez la situation, comment elle a évolué sous l'époque Mobutu, nous savons tous qu'il y avait des salaires qui faisaient 3 ans. Les salaires de fonctionnaires n'arrivaient pas. Lorsque est arrivé le pouvoir de Laurent Désiré Kabila, il a essayé de niveler pour que les fonctionnaires puissent se retrouver. C'est même à l'époque que et la police et l'armée ont vu pour la première fois des salaires de $100 à cette époque-là, sous musée. Mais sous l'ère Joseph Kabila Kabange, la réflexion a été poussée plus loin pour que nous ne puissions pas paralyser la fonction publique, parce que c'est l'administration publique, on va dire, c'est le cœur de la République. Quand vous avez une bonne administration, quand vous avez une administration forte, même les politiques vont travailler avec une certaine aisance et l'impulsion pour le développement va te donner beaucoup plus facilement. Vous regardez la situation de ces fonctionnaires, sous Kabila, c'est la bancarisation. Plus question que le salaire d'un fonctionnaire passe entre les mains des individus, comme c'était dans l'État, passé dans les mains des comptables publics de l'État. Nous savons tous qu'il y avait des argents qui disparaissaient. Nous savons tous que les fonctionnaires touchaient l'argent moyennant, on enlève des commissions d'État. Nous savions tous qu'on leur donnait que des billets pourris, des billets abîmés, des billets qui posaient difficulté sur les marchés. Nous le savons tous. Mais le fonctionnaire a été respecté, a été valorisé. On lui a donné une valeur humaine en plus. Les salaires de fonctionnaires sous notre ère, tous les 15 du mois, étaient déjà affectés dans les différentes banques et un chacun passait dans sa banque pour retirer son salaire. Ça, c'était une très grande avancée. Dans les contrées éloignées, nous avons travaillé avec l'ASBEL Caritas Congo, qui est une ASBEL et l'Église catholique. Nous avons travaillé avec eux pour aller payer dans les contrées les plus éloignées où il n'y a pas de banque. Mais c'est vrai que quelques rares cas où il y a encore quelques, on va dire, fonctionnaires de l'État, les comptables publics vont encore payer encore dans les contrées encore les plus éloignés. Donc l'effort à faire était de baliser pour que plus jamais
que le système que nous avions appelé Maboko Bank ne puisse encore exister. Merci. Et donc, le fonctionnaire a eu sa valeur. Donc, la question du social a été traitée à différents niveaux. Voilà, vous parlez des questions du social. Je ne veux pas ouvrir certaines boîtes ici. Nous risquons de ne pas terminer l'émission. Si on peut parler des projets 1000 écoles de Matata Pogno, jusqu'à aujourd'hui, les gens pensent que c'est du cosmétique, la bancarisation, avec les salaires des soldats. Le projet de 1000 écoles n'est pas de cosmétique. Le projet de 1000 écoles a été exécuté sous une partie d'argent de la République démocratique du Congo, une partie des fonds de SECO et la Banque mondiale, et même avec Caritas Congo, Asbel aussi était dans ce programme. Et donc, c'est facile aujourd'hui d'aller consulter ces organes pour avoir le projet de 1000 écoles. Comment ça s'est passé, comment les écoles se sont réellement construites. C'était pas c'était du vrai. C'était du vrai. C'était des organismes internationaux que nous avions sollicités. Tout ça pour... Je pars vers Fio, on verra le... Si vous avez vérifié, vous allez trouver les données. Tout ça, c'était pour mettre en pratique la question de la gratuité de l'enseignement. Nous y sommes allés progressivement, par échelon, parce que nous savions qu'il y avait beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, vous réclamez la paternité de la gratuité de l'enseignement, ça va. Nous ne réclamons pas la paternité de la gratuité. Nous disons ceci. Lorsqu'on parle en public avec la masse, il y a un langage pour faire comprendre. Mais lorsqu'on parle avec des personnes averties, il faut leur donner le langage qu'il faut. La question de la gratuité est une question constitutionnelle. Ce n'est pas une invention de Joseph Kabila Kabange, ce n'est pas une invention d'Antoine Félix Tshilombo. C'est une question qui est contenue dans notre constitution. Seulement, en passant, j'aimerais bien faire signaler que lorsque, en 2005, nous avons passé la constitution au vote, au référendum, nos amis, nos frères de l'opposition n'ont pas voulu de cette constitution. Pourtant aujourd'hui, hier ils disaient que c'était la constitution de Belgéra, mais aujourd'hui c'est l'une des meilleures constitutions parce que tout le monde s'y appuie. La question de la gratuité est même très alléchante. Merci. Pour terminer, on a largement dépassé les minutes. Pour terminer, je voudrais rassurer la population que le FCC est réellement en mariage avec le cash. Que le FCC veut que la coalition soit une coalition forte pour qu'en 2023, et c'est ça que nous sommes allés aussi dire à Mbola Lodge, c'est que la destruction de la coalition, ce sont les ennemis de la République. Ceux qui font la destruction de la coalition, ce sont les ennemis de la République. Martin Fayou, il y a une crise constitutionnelle, je vais proposer au Conseil de la République constitutionnelle. Je vais vous donner un petit fait très marquant. Dans la coalition, au niveau du gouvernement, le ministre qui est en charge de l'enseignement primaire et secondaire, il est issu du PPR. Vous parlez de Willy Bakonga. Et donc, ces ministres-là respectent la vision du chef de l'État sur la question des gratuités. Et l'aide d'application. La dernière question, Excellence RDC Luka, vous défendez le FCC avec art et en sang, espérons que nos téléspectateurs sont convaincus par rapport à vos arguments, mais la question de l'Est dérange aussi plus d'un. Nous chutons par là, la population des Bégues veut que la MONUSCO quitte. Je vous rafraîchis un peu votre mémoire. La population de l'Est devant les Nations Unies laissez-moi chuter avec ma question. Laissez-moi, Joseph Kabila a posé la question. Non, j'en plus la question. À son temps, devant les Nations Unies, il dit qu'il faut que la MONUSCO se retire. Félix arrive, il dit que non, il faut que la MONUSCO reste encore. Aujourd'hui, la guerre à l'Est détermine que la population veut que la MONUSCO quitte. Votre analyse? Mon analyse est simple. La population, c'est elle qui vit les monstruosités à longueur de journée. Ce n'est pas chose facile que de voir qu'on est en train d'égorger des êtres humains, qu'on est en train d'éventrer des êtres humains, qu'on est en train de massacrer à coups de machettes des êtres humains, qu'on est en train de tirer à balles réelles sur des êtres humains. Ce n'est pas facile de le vivre. À Kinshasa, vous rigolez parce que vous ne voyez pas ça. Mais ceux qui sont là sentent que vraiment leur vie devient intenable. Et donc, lorsqu'ils demandent le départ de la MONUSCO, ce n'est pas une demande, ce n'est pas une requête fantaisiste. Quand on a vécu autant d'atrocités, on a besoin que d'une chose,
finalement d'avoir une solution. La dernière assemblée des Nations Unies, du haut de la chaire, il a demandé par rapport au bilan de la MONUSCO sur terrain. Nous avons constaté que le bilan de la MONUSCO était mitigé. Nous ne savions pas si nous devions nous réjouir de ce qu'elle faisait. Nous avons constaté que les choses ne marchaient pas. Alors, par rapport aux choses qui ne marchaient pas, le président Joseph avait demandé d'abord un changement de la mission de la MONUSCO. D'abord, ils avaient commencé avec une mission des choses d'observation, puis nous sommes passés à une mission d'interposition. Chaque fois que le président trouvait qu'il fallait revoir cette mission, mais à la fin, il s'est rendu compte que le bilan est toujours mitigé. Lorsqu'on attaque à l'Est, ça peut être sous la barbe de la MONUSCO, ils ne réagissent pas. Ils n'opposent aucune résistance. Seul oppose la résistance l'armée le FARDC. Le FARDC que vous avez tout à l'heure critiqué en disant nous avons fait un mélange, nous avons mis des éléments RCD, nous avons mis des éléments MLC, nous avons mis des éléments CNDP, nous avons mis des éléments M23. C'était toujours à la recherche de la paix pour que cette population du Grand Nord ne soit pas tuée, hébergée, pour que l'Est ne soit pas le ventre mou de la RDC. C'était une question préoccupante. C'est une question préoccupante. Vraiment une question très préoccupante. Même aujourd'hui, c'est toujours une question préoccupante. Alors, pour nous, il faut un départ progressif. Parce que la MONUSCO, au niveau des Nations Unies, a une grosse enveloppe, un budget faramineux qui est sous la tête de la RDC. Alors que sur le terrain, nous ne voyons pas comment les choses sont en train de... Pas les résultats. Alors, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est qu'il faut que cette mission d'interposition puisse être une mission réelle d'interposition aux côtés des FARDC pour combattre les ADF. Ce que nous voulons davantage, c'est de diminuer l'effectif pour un départ progressif des choses de la MONUSCO. Bon, le président Félix ici, il estime que la MONUSCO peut rester. Je crois que c'est aujourd'hui le garant de la nation. Il peut aussi réfléchir sur la question, mais j'apprécie d'abord que l'état-major qu'il avait déjà installé sur place, avec 11 000 hommes aujourd'hui, le nombre des choses de FARDC, de nos hommes en armes ont été doublés. C'est une responsabilité en plus en allant vers la fin, si on peut dire. Aujourd'hui, ils sont à 22 000 hommes. Ils sont à 22 000. On parle aussi de l'opération conjointe entre notre armée et l'armée rwandaise, ougandais. On ne sait pas si ça va se terminer. Comment? Regardez la caméra. Ce que vous n'avez pas pu dire pendant l'émission, un mot de la fin à ceux qui sont en train de le regarder. Le mot de la fin, on le dit en français ou en lingala? Tout dépend du coup. Je pense que le mot de la fin, j'aimerais le dire en lingala, parce que lorsque nous faisons nos meetings politiques, la plupart, la grande masse, le peuple congolais, lorsque nous parlons de la passion du Congo, lorsque nous parlons du peuple d'abord, se retrouverait mieux lorsque nous parlons en lingala. Je voudrais que le peuple congolais sache que diaboliser coalition FCC cash alingi bolamu ya Congo to simba na luboko. Je crois que bomonaki ba grand leader ya ba jeune côté na biso ba beret rouge, côté ya banani bomonaki fils Mukoko, côté na biso bomonaki Henri Magie, bomoniki ba konzi ya likola ba parti ba sangisi bango ba pesani mbote ba pesani loboko pona ke makelele esila tokosala makelele tozo meme ya balwa ya république te tokosala makelele tozo linga mboka te tokosala makelele ekopesa mboka botombwani te tokozwa développement te bana Congo bayeba ke FCC na lisanga ya cash bango basi mena maboko. Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, assis à Simbinge Konaye, Excellence, Monsieur Kabila Kabange, président honoraire, dans le Boko, pour la batombo la mboka ya Congo. Bisope, ba militant, na ba combattant, na ba sympathisant, to simba na le Boko, to linga Congo, to tika makelele,
au Congo et qui est de l'Ibosso. Merci. Merci à vous, Excellence Ernestine Lucas. Ça a toujours été un plaisir de faire l'émission avec vous. On finit par la thématique. Donc, on vous cherchez si le besoin s'est présente. Je rappelle que Excellence Ernestine Lucas, elle est cadre du PPRD, membre du FCC, secrétaire national au PPRD, voilà, en charge de médias et de communication. Merci. Elle était aussi vice-ministre du budget honoraire aujourd'hui, mais elle est toujours dans la politique. Demain, peut-être, elle sera présidente de la République. Hein. C'est un souhait, c'est pas aussi. Bon, mais, merci, restez fidèles à nos programmes. Je vois déjà derrière la caméra, il y avait une équipe vraiment très responsable et restez fidèles à nos programmes. Au revoir.